Bonjour, on est sur cette deuxième audio dédiée à l'exploration de l'énergie de l'amour sous le regard de cette roue de médecine, la roue des 13 mères originelles. Donc c'est un deuxième audio, il y a eu un premier audio que je vous invite à écouter qui est juste publié avant celui-là sur le podcast. Et donc celui-ci est la suite directe du premier. Donc on en était à regarder qu'est-ce que pourrait être l'idéologie de l'amour. Ce que j'appelle moi l'idéologie de l'amour, c'est quand on remplace l'amour par l'idée de ce qu'il devrait être. Comme on a compris comment il devrait être, on croit qu'il est. Et donc on prend le mot amour et on s'en fait une idée. Et ça va devenir une idéologie. Donc l'amour ne peut rester que dans l'idée, l'idéal, la pensée, la tête seulement, et ne pas être vécu dans le cœur et dans le corps. Alors, comment on se transmet ces idées de l'amour? Eh bien, dans nos sociétés, l'idée qu'on se fait de l'amour en France n'est pas la même qu'en Inde, par exemple, ou que en Afrique, ou voilà. L'idée qu'on se fait de l'amour dépend aussi des âges que l'on a. L'idée qu'un adolescent de l'amour n'est pas la même chose qu'une personne âgée. On se transmet l'idée par rapport aussi à nos cultures, c'est culturel, l'idée de l'amour. Donc on pourrait étudier la France sous l'angle de l'idéal de l'amour en France, chez les Français, par exemple, en étudiant l'histoire, la sociologie, et en interrogeant aujourd'hui l'idée que se font de l'amour les Français, par exemple. L'idée de l'amour est aussi transmise par les courants spirituels. Quelle idée de l'amour on se fait dans le christianisme? Quelle idée de l'amour on se fait dans le judaïsme? Quelle idée de l'amour on se fait chez les bouddhistes? Quelle idée de l'amour on se fait chez les musulmans, etc., etc. Et donc, on pourrait se poser la question, quelle idée de l'amour on se fait dans le chamanisme amérindien? Il est véhiculé par les religions, un peu plus. La religion va commencer à mettre en dogme les choses et à figer dans l'idée, l'idéal, les théories et les dogmes et les principes religieux. On tombe dans des principes religieux, dans de la moralité, etc. Et puis, il est beaucoup transmis dans nos familles. Quelle idée de l'amour avaient nos ancêtres et on transmis ça à nos parents qui nous l'ont retransmis. Du coup, l'idée de l'amour qu'on a, nous, a été aussi beaucoup véhiculée par rapport à notre couple parental. Puisque l'idée que se faisait mon père de l'amour n'était pas le même que ma mère. Mais moi, j'ai vécu, si mon père et ma mère étaient vivants, hein, si j'ai vécu avec eux dans mon enfance, ils m'ont transmis séparément et ensemble une idée et un idéal de l'amour, voire une idéologie de l'amour dont je suis porteuse et dont il va falloir que je me débarrasse, puisqu'il va falloir que je me fasse ma propre idée de l'amour. Donc, il y a l'idéologie, c'est le monde des idées, c'est quelque chose qui va figer dans la matière, quelque chose qui est vivant et qui est tout le temps en mouvement, qui est une onde de forme, une énergie, et qu'on va fixer dans la matière pour mieux l'appréhender, pour mieux avoir la sensation de l'avoir, de la posséder. Vous savez, par exemple, l'eau, elle est tout le temps en mouvement, mais on peut la mettre en bouteille. Et si j'ai plein de bouteilles dans ma cave d'eau, je me dis, ben, s'il y a une pénurie d'eau, ben, moi, j'ai stocké l'eau et du coup, j'ai de l'eau dans ma cave en bouteille et c'est OK. Jusqu'à un certain moment, si je consomme cette eau-là, il n'y aura plus d'eau. Si on est en pénurie d'eau et que moi, je consomme toutes mes bouteilles d'eau, ben, à un moment aussi, je vais arriver en pénurie d'eau. Et puis, ça dépend comment je le stocke. Si je le stocke, peut-être à un moment, cette eau-là sera contaminée, moisie et imbuvable. C'est pareil
dans le monde de l'idée. L'idée de l'amour, c'est quand on fiche quelque chose, qu'on le met en bouteille, et c'est plus ou moins bien conservé, plus ou moins stocké, plus ou moins utilisé. Et à un moment, quand on l'a utilisé jusqu'au bout, eh bien, on tombe en peinerie. Et c'est là où il y a peut-être quelque chose de salvateur, parce qu'on va se mettre en mouvement, on va se remettre en mouvement pour recapter l'amour là où il est, puisqu'on ne l'a plus en bouteille. Du coup, dans le monde des idées, il y a un moment où on arrive au bout de quelque chose. C'est-à-dire qu'au démarrage, ça met en sécurité, ça nous permet de rentrer dans des concepts, ça nous permet de pouvoir le nommer, d'en débattre à table entre nous on peut faire des débats philosophiques autour de l'amour, ça permet de cultiver le monde de l'idée, de cultiver notre intelligence cérébrale, de nous faire bouger aussi dans notre vision des choses. Quand on discute autour de la notion de l'amour entre amis, on n'aura pas les mêmes idées, on ne vient pas des mêmes cultures, on n'a pas les mêmes familles, on n'a pas forcément les mêmes spiritualités, les mêmes religions. Et déjà, l'idée de l'amour qu'un homme et une femme est souvent différent. Et du coup, la confrontation du monde des idées nous permet cet enrichissement, cette élaboration, et ça nous permet de garder notre réflexion dans notre intelligence néocorticale assez souple finalement. Quand on prend l'idée, qu'on la met en bouteille, qu'on la stocke dans la cave et qu'on dit ceci la vérité, eh bien on finit par en mourir en fait, parce que c'est quelque chose qui devient soit stérile, soit tout moisi. Et à un moment, soit on le stocke pour jamais en manquer, et du coup, ça devient du stock et on ne l'utilise pas. Du coup, ça ne nous sert à rien, juste à nous sécuriser. Donc, on peut avoir une idée de l'amour sans jamais la vivre. Et en mourant avec cette idée, en ayant défendu des idées qu'on n'aura jamais vécues. Mais si on vit nos idées, à un moment, nos idées vont bouger. Parce qu'on sera arrivé au bout de ce qu'on avait expérimenté avec cette idée, et on aura besoin de recapter l'énergie de l'amour ailleurs, puisqu'on en manque dans nos bouteilles, on n'en a plus dans nos caves, il va falloir qu'on aille se remettre en quête, et c'est là où on avance en fait, c'est là où on avance. Donc le monde de l'idée, c'est le monde qui veut capter quelque chose, qui le met en onde de forme par la pensée, et qui en fait des concepts. C'est essentiel, c'est parce qu'on a mis l'eau dans des réserves et qu'on en a fait, on a mis des tuyaux et qu'on a mis des robinets, qu'on a l'eau potable aujourd'hui dans nos cuisines et dans nos salles de bain, et qu'on a avancé dans l'hygiène. Donc, on a besoin des concepts, mais ça aussi, à un moment, ça aussi sa limite. Et puis on peut se dire, la façon dont on vit dans nos villes, la façon dont on utilise l'eau, elle est positive jusqu'à une certaine limite, et elle est aussi négative dans une autre limite. On voit comment le traitement des eaux aujourd'hui pollue la nature, etc. Donc, le concept est important et nous permet de démarrer quelque chose, de le structurer, mais jusqu'à une certaine limite. Et quand on atteint cette limite-là, souvent, il y a le féminin qui revient et qui nous propose de mettre à mort quelque chose pour renaître à une nouvelle onde de forme, pour grandir dans nos idées, dans nos concepts. Donc, ce que le féminin appelle, c'est effectivement de partir d'une éthique pour aller dans un vécu. Évidemment, quand on se rencontre, entre par exemple un homme et une femme qui se rencontrent et qui parlent de ce qui est pour chacun d'eux l'amour, ça va leur permettre de voir s'ils ont une éthique qui est compatible, et voir s'ils veulent faire le chemin ensemble pour vivre, pour aller dans le vécu de l'amour. S'ils ont une éthique à l'amour qui est complètement incompatible, ils resteront peut-être amis, voir si dans l'amitié c'est pas compatible, eh bien ils se reverront plus. Donc l'éthique, le concept, l'idée est important pour la base de quelque chose. Il est important au démarrage d'une relation de pouvoir clarifier les choses, de pouvoir nommer les choses, de pouvoir dire. On voit que c'est l'énergie de janvier. L'énergie de janvier, c'est la communication. On voit qu'on a différentes façons de communiquer pour arriver à se comprendre en fait. Communiquer, c'est mettre en commun. Donc, d'avoir une idée sur l'amour, c'est important. D'avoir une éthique amoureuse, une éthique
de couple, une éthique familiale, une éthique dans l'éducation des enfants, c'est important, en sachant que l'éthique dans laquelle on démarre, elle évoluera au fur et à mesure de notre avancée dans le couple, dans la famille, avec nos enfants et de la société, et que l'idée qu'on avait au démarrage va évoluer et ne sera plus la même après, puisque par l'expérience, on va évoluer, on va rectifier, et c'est la vie en fait. Il est déjà intéressant de se poser la question, est-ce que, quand on se rencontre, dans les rencontres amoureuses, est-ce qu'on parle ensemble de l'idée qu'on se fait de l'amour? Est-ce qu'on parle de l'éthique qu'on a de l'amour? Est-ce qu'on parle de notre vision de qu'est-ce qu'est l'amour, la relation amoureuse, qu'est-ce qu'est la relation sexuelle, qu'est-ce qu'est la sexualité, qu'est-ce qu'est le couple, qu'est-ce qu'est l'éducation des enfants, quelle est notre éthique de qu'est-ce que est l'amour pour moi dans notre société actuelle? Est-ce qu'on en parle en couple? Est-ce que l'amour est un projet de couple quand on se rencontre dans la relation amoureuse? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on clarifie ça ensemble? Est-ce que c'est la base de notre relation? En tout cas, ce que je peux vous dire en tant que thérapeute de couple, c'est que souvent, quand les couples viennent consulter dans des moments de crise et qu'on reprend ensemble la base de leur projet de couple, il n'y en a pas. Ils n'ont jamais parlé avant de sexualité, d'amour, voire même des enfants. Ça vient, des fois ils n'en parlent jamais, mais des fois ça vient dans les états de crise et c'est trop tard. Donc, l'idée qu'on se fait de l'amour et l'éthique, le concept, le fait de pouvoir nommer les choses est important, c'est la porte de l'Est. Mais de ne pas le figer, c'est important aussi, c'est aussi la porte de l'Est. Donc là, je vais vous parler, par exemple, de certaines idées qu'on a sur l'amour et qui sont peut-être fausses. Par exemple, il y a une idée très répandue selon laquelle une mère aime automatiquement son enfant. Et quand on commence à parler de l'idéologie de l'amour, ça peut faire des vagues dans la discussion. Si vous lancez cette discussion à table dans un groupe d'amis où il y a des jeunes couples, des couples plus âgés, des célibataires, etc., vous allez voir, cette discussion-là va faire des vagues. Parce qu'il y a des gens qui ont des idées, et puis il y a des gens qui ont le vécu. C'est un vrai sujet, l'amour maternel. C'est un vrai sujet, pourquoi? Parce qu'on est tous issus du ventre d'une mère. Et la base de l'amour, chez nous, est là. Quelle relation d'amour on a eu avec notre maman? Comment on a été aimé ou pas par notre maman? Quelle conception avait mon papa du rôle de ma maman avec moi? Par rapport à l'amour, par rapport aux fondamentaux de l'amour. Est-ce que mon papa a pensé que ma mère savait faire, savait aimer son enfant, il lui a laissé tout gérer, c'était un père absent? Est-ce que mon papa a participé, a pris en charge cet enfant, l'a aimé, l'a chéri, a aidé sa femme à aimer son enfant? Est-ce que j'étais un projet de couple ou est-ce qu'il y avait une idée comme quoi la mère aime son enfant et sait faire? Et comment ma mère a culpabilisé ou pas de savoir faire, de savoir m'aimer ou de sentir qu'elle ne m'aimait pas et s'est culpabilisée de ne pas m'aimer? Pourquoi une mère aimerait automatiquement son enfant? Il ne suffit pas d'avoir un enfant pour l'aimer. Je pense que nous avons tous et toutes dans notre entourage des mères qui ont été complètement culpabilisées, qui se sont senties monstrueuses parce qu'elles n'aimaient pas particulièrement leur enfant et qui l'ont peut-être jamais dit et nommé. Et nous en sommes porteurs, c'est-à-dire si c'est le cas pour nous, en tant qu'enfant, si la relation à ma mère, j'en suis porteur dans mon énergie cellulaire et émotionnelle. Ça ne va pas de soi, l'amour. Il est à retrouver. Peut-être que ce qui va de soi, c'est plus le non-amour, aujourd'hui. Et toutes les stratégies qu'on met, et les idées qu'on se fait des choses, et les stratégies pour faire semblant d'aimer ou se dire qu'on aime. Mais s'avouer le non-amour, observer comment je n'aime pas, se le dire, l'avouer, le dire, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a ce jugement bien mal. Souvent, dans l'énergie de vie, dans l'énergie entre une mère et son enfant,
il y a de l'instinct animal. Et l'instinct animal, entre une mère et son enfant, c'est le parasitisme sain au démarrage. C'est-à-dire que la mère donne son ventre et son énergie de vie à l'enfant pour qu'il se développe. Mais c'est de l'instinct de survie. Il y a des femmes enceintes qui n'aiment pas du tout avoir un bébé dans leur ventre. Il y en a, ça les épanouit. Mais il faut en passer par là si on veut la survie de l'espèce humaine. Donc la femme donne son énergie de vie de manière instinctive et animale à la vie pour créer la vie sur Terre. Dans cet instant de survie, dans la survie, il y a une opposition de forces, de deux forces opposées complémentaires qui est la vie et la mort. Et le ventre d'une femme peut mettre à mort un enfant qui arrive parce que par survie de l'espèce, c'est pas possible dans ces circonstances-là, dans cette famille-là, où l'enfant n'est pas viable, ou un défaut, ou avec cet homme-là, ce couple-là, dans des circonstances-là pareilles. Et un utérus de femme peut aussi protéger la vie. Donc dans cet instinct de survie maternelle, il y a à la fois la vie et la mort. Et l'instinct maternel, il est d'abord de protéger la vie, de protéger le vulnérable. Dans une intelligence féminine, qui est aussi une intelligence de tout un écosystème. Et parfois, l'instinct féminin va plutôt donner la mort que la vie, si c'est mieux pour l'écosystème. C'est toute l'énergie des fausses couches, de l'avortement. Et on a tous une idée, on se fait tous une idée de l'avortement. Mais je vous propose aujourd'hui de prendre un moment de recul et de plus juger, en fait. C'est compliqué tout ça. Et puis, il y a des mères qui, à la naissance, abandonnent leur enfant par instinct de survie. Et d'autres qui pourraient fuir avec leur enfant si on veut leur prendre. Il y a des mères qui deviennent des louves pour protéger leur enfant. Il y en a d'autres qui ne vont pas protéger, par exemple, leur enfant de l'inceste. C'est compliqué. L'instinct maternel, c'est un instinct de survie, il n'est pas forcément un instinct d'amour, c'est un instinct de protection du vulnérable. L'amour maternel a quelque chose de l'ordre du divin, et la femme n'est pas porteuse naturellement de l'amour maternel. Elle est porteuse naturellement de l'instinct de survie dans son corps animal. Mais l'amour maternel, elle va le chercher en elle, elle va le chercher dans son cœur. C'est un travail, c'est se laisser façonner par cette couleur dorée pour aimer toute chose et aimer son enfant comme il est. Parce qu'il vient nous confronter, nos enfants. On a le droit de ne pas aimer nos enfants. Ça va venir générer une alchimie dans notre cœur en tant que maman. Voilà, ça c'était un angle de vue sur l'amour maternel, qui est la base de l'amour chez tout être humain et qui nécessiterait un long travail chez chacun de nous. Quelle relation on a à l'amour, c'est aussi quelle relation on a eue dans l'amour avec notre maman et notre maman avec nous. Et si on sort de la culpabilité, si on rentre dans la compassion, dans l'écoute de cette intelligence du féminin, de ce qui a été, de comment ça a été, de quelles ont été les circonstances, comment on a été conçu, on va pouvoir, plutôt que de se battre et de se battre contre nous-mêmes parce qu'on n'a pas été désiré, parce qu'on n'a pas été aimé ou qu'on nous a dit qu'on nous a aimé mais qu'on n'a pas franchement été aimé parce qu'on a été rendu objet. C'est facile de demander aux enfants de s'adapter aux parents, de se formater à une famille. Est-ce qu'on les aime en faisant ça? Eh bien, quand tout d'un coup on rentre dans la genèse de notre histoire et qu'on comprend, qu'on accueille en nous ce qui a été dans notre couple parental, pour notre maman, ce qu'on a vécu en tant que bébé, et comment on est conçu du coup, comment on est créé, si on arrive à rentrer en compassion avec ça plutôt qu'en réaction de dualité,
il y a quelque chose qui va lâcher. Si on arrive à lâcher l'idée qu'on aurait dû aimer, être aimé, désiré par notre maman. L'amour, c'est pas ça. Notre maman, elle nous a portés, elle nous a mis au monde. Et la vie nous a pris en charge derrière du mieux qu'on a pu, du mieux que c'était possible pour notre écosystème. Et là-dedans, l'amour ne nous a jamais lâchés. Il est passé par notre maman, par notre papa, par nos grands-parents, par la société, par un orphelinat, par une famille d'accueil, par la mère d'une amie qui a vu ma détresse, l'amour était là. Mais peut-être que ma mère n'était pas ouverte dans son cœur à l'amour, et peut-être que j'ai pas été aimée par ma mère. Et si c'était ok? Et si c'était plus un problème? Et si je pouvais aimer cela? Si je pouvais lâcher l'idée que je me fais de l'amour maternel? Qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Dans aimer toute chose, on aime autant la lumière que l'ombre. On n'est plus dans le jugement, c'est dur, hein? Je peux aimer une femme qui abandonne son enfant. Je peux aimer une femme qui avorte. Je peux aimer une femme qui déteste l'enfant qu'elle a dans son ventre. Parce que je vais passer par la compassion. Je vais écouter ce qu'elle vit, sans la juger. Je vais écouter. Je vais harmoniser ma vibration avec elle. Je vais complètement la comprendre dans mon cœur et rentrer en compassion. Alors je vais nous laisser écouter dans notre cœur, méditer peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, sur l'idée qu'on se fait de l'amour maternel et sur la compassion qu'on peut tout d'un coup avoir pour nous, pour nos mamans, pour nos grands-mères. Et si je suis un homme, me demander comment je soutiens ma femme pour aimer nos enfants. Comment je lui donne de ma présence, de mon soutien à ma femme et à mes enfants pour amener cette complétude. Merci de votre écoute. À bientôt.